J'accueille Patrick Braouzek, président de Pleine Commune, Jean-Yves Le Bouillonnec, le président du Forum métropolitain du Grand Paris, Alexandre Missoff, le directeur général de Paris-Île-de-France, capitale économique, qui est là, et Michel Valache, qui est le président de la commission aménagement et développement de la Chambre de commerce et d'industrie Paris-Île-de-France pour en parler. Donc on a 40 minutes pour trouver le téléphone du Grand Paris. Arnaud de Bresson en est sûrement un. La Chambre de commerce aussi. Patrick Ollier peut-être, on l'a entendu ce matin. Et évidemment, Paris-Île-de-France, capitale économique. Moi, j'ai bien aimé le débat précédent quand il a été dit il ne faut pas que Paris gagne par défaut. Et je voulais commencer notre tour de table comme ça. Le classement EY qui vient de sortir, qui met donc Paris pour la première fois devant Londres. Ça fait 20 ans que moi je m'occupe un peu de sujets de place financière, notamment avec Arnaud de Bresson. C'est vrai que ça fait 20 ans qu'on en rêvait. Mais est-ce que c'est Londres qui passe en dessous de Paris? C'est une question qu'on peut se poser. Donc il faut qu'effectivement le Grand Paris continue sur sa lancée et donne finalement et tous les atouts pour réussir d'une façon positive et j'allais dire presque endogène par sa capacité d'attractivité. L'un des problèmes qui est posé, il y en a beaucoup dans cette région, on va en parler avec les uns et les autres, c'est effectivement l'éclatement, l'éparpillement apparent, en tout cas, des missions, des compétences, qui fait quoi. C'est vrai qu'il y a 5 voire 6 niveaux. On en a un peu parlé avec Patrick Ollier qui a sa solution. Donc il supprime les départements de petite couronne et il fait une grande métropole avec un budget. Bon, on verra si c'est de ce côté-là que la tartine tombe quand on saura quelle sera la décision du président Macron. Il y a d'autres options sur la table. Mais au-delà des questions institutionnelles, et j'allais dire, c'est un peu comme ça qu'on a évoqué les questions les uns les autres en préparant cette table ronde, si on se limite à ces questions institutionnelles, ou même si on les met au premier plan, est-ce qu'on ne court pas le risque de ne rien faire et finalement de ne pas bien poser le sujet? C'est un peu l'enjeu, je crois, de cette table ronde. Alors je vais proposer peut-être à Jean-Yves Le Bouillonnec de prendre le micro en premier, parce que c'est un peu ce que vous m'avez dit. Vous m'avez dit... il y a plusieurs façons de poser le problème. Vous êtes président du Forum métropolitain, donc vous êtes au cœur de ces questions. Le sujet du millefeuille, ce n'est pas qu'un sujet français. On retrouve ça ailleurs. Donc ce n'est pas forcément le seul problème. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le résoudre. Oui, je vous l'ai dit parce qu'on l'ignore, considérant qu'on est les pire de tout et qu'on n'aboutit pas sur les problèmes. Le hasard fait que Patrick Braouzek et Jean-Yves Le Bouillonnec, vous sentez les embruns bretons derrière ça, nous avons été tous les deux fondateurs des 2 premières intercommunalités au 1er janvier 2000, construction ex nihilo, application de la loi Chevènement. Je disais qu'on est donc des vieux briscards de l'idée de sortir des frontières communales. Et si je dis ça, lui est plus jeune que moi, mais si je dis ça, c'est parce que c'est une histoire très ancienne. Et lorsque nous avons créé le Paris Métropole, qui était l'instrument fondateur de toute la démarche qui est aujourd'hui à l'œuvre, nous n'avons pas cessé d'aller voir ailleurs ce qui se passait. Et on a vu ailleurs des tas de gens qui étaient très en avance sur nous, pas sur les problèmes, pas sur les complexités, mais sur les conditions dans lesquelles ils les mettaient en œuvre. Je me souviens de démarches notamment en Allemagne. Et je vous ai dit comme exemple que si on croit qu'en Allemagne, le conflit entre l'État fédéral et les Landes, le conflit entre les Landes et les Regions, le conflit entre les régions et les Landkreis et les Gebilde, etc., n'existe pas, on se trompe. On se trompe fortement. On se trompe d'autant plus que le nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent, le débat entre les Landes et l'État fédéral est exactement le même que chez nous entre nos régions. C'est-à-dire qu'il y a le conflit de la compétence. Plus tu portes le poids financier et plus reste le patron, mieux ça vaut. C'est ça que dit l'État fédéral aux Landes. Eh bien, nous, on est dans cette même situation. Et pourquoi j'ai voulu vous dire ça? C'est parce qu'il y a des manières d'appréhender cette réalité. Ils ne sortent pas, d'une certaine manière, des contradictions que tout le monde voit, contradictions entre les pouvoirs, les moyens financiers, les stratégies de développement territorial, avec les compétences des élus. Mais par contre, ils ont inventé une manière d'ouvrir les champs informels de travail en commun. Si vous êtes en Allemagne sur un sujet de la formation professionnelle,
importantes, notamment par le processus de l'apprentissage. Vous faites des tours de table qui vont depuis le land jusqu'au groupement de communes. Et on ne débat pas le sujet en cherchant à s'approprier par l'institution l'intégralité de la responsabilité des moyens, mais on cherche à faire converger tous les éléments. Eh bien, voyez-vous, l'histoire... Donc c'est l'application au secteur public de la cogestion dans les entreprises. C'est en tous les cas la recherche d'une technique qui est en France plus encore importante que partout ailleurs, parce qu'en France, c'est la multiplicité des institutions, c'est des élus, dans leurs compétences, on fait son travail, on le fait surtout nous, très bien chez nous, et personne ne vient voir. Or, l'idée dans laquelle on a inscrit d'ailleurs la démarche métropolitaine, initialement, Bertrand Delanoë dit aux gens qui sont de l'autre côté du périphérique, dialoguons, discutons. Ça, c'est ça l'initiative. La première démarche, elle est partie de l'enjeu du diable. Eh bien, cette réalité-là, elle est encore, à mon avis, au cœur d'une hypothèse que nous ne mettons pas en œuvre. Et vous avez du même coup, encore ce matin avec le président Ollier, mais vous interpellez la présidente de la région, la présidente des territoires, la présidente des départements, tous vont vous confronter l'avenir au maintien de leur institution. Alors qu'en réalité, je crois qu'aujourd'hui, il faut arriver à dépasser ce type de débat et que plutôt que visiter les problèmes des institutions qui sont en France des problèmes de pouvoir, il faut venir dans la stratégie d'une action publique servant l'intérêt à la fois des territoires et de ses habitants. Et c'est pour cela que j'essaie plutôt de donner du coude pour bousculer cette manière de voir. Donc c'est plus un sujet culturel, il y a des silos qu'il faut casser. C'est un problème de culture du pouvoir en France plus qu'un problème seulement d'institution. C'est pas culturel, c'est plus que ça. Mais ce que je veux dire, c'est que le système... c'est dans l'ADN du village gaulois, comme on dit. Oui, avec une situation particulière. C'est qu'en France, on a toujours organisé les institutions par rapport à l'exercice du pouvoir. Et la région Île-de-France, le territoire francilien de la région dite capitale, n'a jamais échappé à ça. Ça remonte à Louis XI. Ici, c'est chez moi, disait le roi. Et on continue aujourd'hui encore, d'ailleurs, des fois on peut se penser si on a beaucoup changé là-dessus. Et si c'est cette question de cette manière, c'est que l'organisation institutionnelle est toujours passée par des processus, des réflexions de pouvoir, d'exercice de pouvoir, au lieu de rentrer dans des processus d'action publique qui soit servent l'action publique, soit favorisent l'action privée, comme ça a été évoqué il y a quelques instants. Prenons un exemple, puis on va passer la parole ensuite au reste de la table, mais juste un exemple qui est mis en œuvre sur une gouvernance partagée, c'est le plan autoroutier, l'appel d'offres international qui vient d'être lancé, où tout le monde s'est mis autour de la table. Donc c'est la bonne méthode par projet ? Voilà un exemple tout à fait particulier. On va à l'embolie et au dysfonctionnement et donc du non-fonctionnement de l'espace métropolitain au sens géographique du terme en Île-de-France sur le problème routier. Il y a actuellement, sont compétents l'État, la région, les départements, les intercommunalités, la ville de Paris et les communes. Tout ce beau monde assume le mieux qu'il peut, c'est-à-dire avec pas beaucoup d'argent, mais beaucoup d'efforts, la volonté d'assumer la compétence. Conclusion de tout ça, on va dans le mur. Parce qu'il n'y a actuellement aucune capacité de faire coïncider l'exercice de ces compétences avec une stratégie qui sera en commun. En lançant cet appel international sur les enjeux autoroutiers, routiers, dans la perspective de comment on fonctionne dans 20 ans dans ce périmètre, on a réussi à faire lever la tête de l'État, de la région, de Paris, des départements, d'intercommunalités, et on va en fait, pour la première fois, visiter la question de la manière suivante. On analyse une matière qu'on va réunir ensemble, et on laissera ensuite le soin aux gens d'utiliser cette matière commune pour assumer leurs compétences. Et vous verrez qu'il se passera quelque chose certain, c'est que dans l'exercice de ces compétences, cette consultation va donner des moyens à ces autorités, à ces institutions, de partager ensemble leurs responsabilités. Je
prône pour ma part l'arrêt du débat institutionnel tel qu'il est sec, celui qu'on trimballe depuis 40 ans dans cette région francilienne, pour rentrer dans d'autres hypothèses, celle du numéro unique par exemple. Il faudra bien qu'un jour on ait une harmonisation de l'ensemble des sujets, des capacités d'interpellation, la capacité des entreprises, l'accueil des gens individuellement comme collectivement dans un territoire pour en favoriser le développement. Et c'est pour ça que j'appelle, moi, à ce qu'il n'y ait moins de débat institutionnel dans le sens français de débat du pouvoir, mais débat d'efficacité de l'action publique, notamment pour favoriser d'une manière ample l'action privée. Merci beaucoup. Patrick Braouzek, Pleine Commune, fête ses 20 ans, enfin, on est à peu près en tout cas à cet anniversaire, et on en parlait un petit peu en préparant ce débat. C'est un laboratoire de la polycentralité que vous appelez de vos voeux. Est-ce que vous pouvez, par rapport à ce qui vient d'être dit, donner un petit peu votre vision d'un système qui peut marcher, qui pourrait mettre tout le monde dans cette logique que je crois vous partagez, de gouvernance commune? D'abord, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Je me garderai bien de répondre à votre question. En fait, quand j'ai vu l'intitulé de notre débat, j'ai cherché le numéro de téléphone. Et ça m'a rappelé une vieille histoire, les plus anciens doivent s'en souvenir, le 22 à Asnières de Fernand Reynaud. Vous savez, cette personne qui cherchait à joindre le 22 à Asnières, il a une standardiste, il n'arrive pas à joindre le 22 à Asnières, mais par contre, tous les autres interlocuteurs arrivent à joindre New York, Moscou, Londres, etc., etc. Je trouvais que c'était une belle image parce que peut-être que finalement, il est plus facile de répondre aux intérêts du monde économique qu'aux intérêts de nos populations. Et finalement, je rejoins ce que vient de dire Jean-Yves de ce côté-là. Notre souci à nous élus, c'est de pouvoir répondre aux besoins de nos populations dans un contexte que l'on connaît. Et à ce titre, je voudrais réagir sur 2-3 choses que j'ai entendues ce matin et qui m'ont un peu hérissé le poil. Voilà. Tant mieux, c'est bien. C'était le but. Comme je suis partisan de ne pas avoir d'ulcère, je préfère dire les choses. Quand elles sortent, ça va beaucoup mieux après. J'ai entendu ceux qui avaient décidé par idéologie de construire du logement social et de répondre à ces besoins de logements sociaux de nos populations jusqu'à arriver à 60 ou 70%. Il aurait pu dire même 80%. J'ai une commune, moi, dans Pleine Commune, qui a 80% de logement social. C'est quoi le problème ? Est-ce qu'on fait un reproche aux gens de ne pas avoir les moyens autres que de loger dans le logement social ? Est-ce qu'on répond aujourd'hui à ce besoin de logements sociaux dans la région Île-de-France ou non? Quand on sait que sur les 400 000 demandeurs de logement, 700 000, tu vois, j'en étais encore en dessous, 700 000 demandeurs de logement en région Île-de-France, 70 ou 75% sont éligibles au logement social. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai besoin qui n'est pas satisfait. Alors j'ai entendu le vice-président au logement de la région dire qu'on ne construira plus quand il y a 30% de logements sociaux, on ne fera plus de PLAI. Mais on en fera où du PLAI? On en fera où du PLA d'ailleurs en général, ou de l'accession sociale à la propriété? Dans des villes qui refusent de les faire depuis des années et des années? Je n'y crois pas. Donc il y a une vraie question. Deuxième réaction, dans la table ronde précédente, quelqu'un d'ailleurs qui est parti se disait, quand on arrive à la gare du Nord, qu'est-ce qu'on voit? Voilà. Si, pour faire Grand Paris, et Grand Paris attractif, on doit se débarrasser des pauvres, il faut le dire. Ce n'est pas ma conception du Grand Paris. J'ai le privilège, je ne sais pas si c'est un privilège, mais je préside une communauté d'agglomération qui est forte de 136 nationalités, qui est aussi, quand on était encore communauté d'agglomération, la 173e sur 174, quand on prenait comme critère le revenu fiscal par habitant. C'est des vraies questions, ça.
Et je pense que si on est simplement dans une approche économique et financière du Grand Paris, le Grand Paris se cassera la figure. Et que la grande question que nous avons à poser, c'est comment on arrive aujourd'hui à répondre aux besoins énormes de nos populations, de celles, pas une population fictive, virtuelle, ou celle qu'on voudrait attirer, mais celle qui est ici, présente sur nos territoires. Et chacun le sait, je le dis, je parle toujours le même discours n'importe où je suis comme ça, c'est tranquille, je ne peux pas me couper. Nous travaillons dans cet objectif-là, sur Plaine Commune. Plaine Commune a été construit il y a effectivement presque 20 ans. En tout cas, il y a 20 ans, on y travaillait, puisqu'on a commencé le 16 juillet 1998. On a laissé passer 4 jours après le 12 juillet, la victoire des Black Blombers. Mais on a construit effectivement cette communauté d'agglomération sur ce principe-là. Comment faire en sorte qu'on soit plus fort ensemble, qu'on soit plus cohérent, qu'on travaille pour répondre aux besoins de nos populations et attirer effectivement le monde économique, parce que ça, on le revendique aussi. On n'est pas contre le monde économique. Mais le monde économique, il doit savoir aussi que s'il veut effectivement prospérer, il faut qu'il tienne compte de la réalité des situations dans lesquelles elle arrive. Donc la question, ce n'est pas de substituer une population par une autre. Ce n'est pas changer une population par l'autre, c'est changer la situation de la population la plus en difficulté. C'est ça qui devrait aujourd'hui tous nous animer dans le débat sur le développement économique, la question de la finance, etc. Parce que là, on parle beaucoup on a parlé aussi du Brexit. Ce qui est assez amusant d'ailleurs, c'est qu'on ne s'interroge pas beaucoup pour savoir pourquoi ce sont les milieux conservateurs les plus forts et les milieux économiques à Londres qui étaient pour le Brexit. C'est quand même les conservateurs qui ont porté le Brexit. Il y a l'ancien maire de Londres, par exemple, a milité pour le Brexit. Donc il était inconscient. La City, pas forcément. Hein. Ah oui, mais la City, c'est la City. Mais il y a aussi des élus et des élus qui ont défendu des points de vue. Ce qui pose d'ailleurs une vraie question aujourd'hui, à l'échelon mondial. Le protectionnisme américain ou le protectionnisme de d'autres pays, avec tout ce que ça induit en termes de xénophobie, de rejet de l'autre, de fermeture des frontières, devrait aussi nous interpeller dans notre conception même de la construction de nos villes, de celles qu'on préside. Alors pour en revenir à votre question, moi je suis assez d'accord avec Jean-Yves Le Bouillonnec, parce qu'à chaque fois on nous pose la question, quelle est la couche du millefeuille qu'il faut enlever? D'abord, pour tous ceux qui aiment le millefeuille, vous savez que c'est un juste équilibre savant entre de la crème et des feuilles. Et j'ai toujours peur, moi, quand on enlève une couche du millefeuille, qu'on enlève la crème. Et dans ce cas-là, ça devient complètement indigeste. Donc, au lieu de se poser la question de savoir quelle couche on doit enlever dans le millefeuille, cherchons plutôt, et Jean-Yves a raison, parce que bien souvent on nous prend comme contre-exemple sur les autres pays qui auraient des strates beaucoup... Non, en Allemagne les strates existent, sauf que chacun sait ce qu'il doit faire. Et qu'on n'est pas dans la guerre de pouvoir. Vous avez dit que je défendais le polycentrisme. Bien sûr, je défends le polycentrisme parce que... Alors, comment vous le définissez, Patrick Brouzek? C'est quoi le polycentrisme? Le polycentrisme, c'est le fait qu'il y a plusieurs centralités. Qu'il y a la centralité parisienne que personne ne nie. Mais on est ici... alors bien sûr, ça s'appelle Paris la Défense, mais c'est pas Paris ici. C'est Puteaux, c'est Nanterre, c'est Courbevoie. Il y a Plaine Commune. Bientôt, on pourra s'appeler peut-être Paris Plaine Commune, j'en sais rien. Mais en tout cas, ce n'est pas notre objectif. Parce qu'on a notre spécificité, on a notre histoire, on a notre culture. On a fait le choix, par exemple, nous, quand on a construit notre projet urbain, de dire on arrête avec l'urbanisme de dalle. Et je m'en félicite aujourd'hui, parce que j'ai quand même mis une demi-heure avant de trouver la bonne sortie, pour trouver le bon parking, pour trouver ensuite la bonne sortie du parking, pour trouver la bonne dalle. Et ben, je pense que c'est ça fait partie de notre histoire et de notre spécificité. Il y a Grand Paris Seine-Ouest, Est Ensemble, qui sont des entités et des centralités, avec leur propre histoire. Et quand Bertrand Delanoë
en 2001, nous réunit pour faire Grand Paris. Sa première idée, c'était de faire un Grand Paris par extension avec les 29 communes de la première couronne, comme ça s'était fait au XIXe siècle et comme ça s'était fait d'ailleurs pratiquement à tous les siècles. Et là, on a dit non. Mais Bertrand Delanoë n'avait plus trop le choix, parce que tout ce qui se passait, c'était en dehors de Paris. Il fallait faire Grand Paris. Il faut faire Grand Paris. Mais il faut faire Grand Paris en tenant compte des histoires, en tenant compte des spécificités de chacun de ces territoires. Et tout le monde a le droit à cette centralité. Vous savez, moi, quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans les 20 dernières années, enfin 25 dernières années, c'est la dynamique qui s'est créée à partir du moment où on a dit à la population de ces banlieues, qui jusqu'à présent étaient les communs, les commodités de Paris, où on mettait à Paris tout ce qu'on ne voulait pas. J'étais hier à la Cité du Cinéma, parce qu'il y avait le CIO qui venait. Et puis je me dit, voilà, où il y a la Cité du Cinéma, c'était la centrale EDF qui a été construite pour les besoins du métro parisien. On ne l'a pas mis dans Paris Intramuros, la centrale, non, on l'a mis en banlieue. Et là, en 1993, le gouvernement de droite, reconnaissons ça, prend la décision de construire le Stade de France, donc un équipement majeur à vocation internationale, de le construire en banlieue. Et bien, je peux vous dire que ça a été quelque chose qui a complètement transformé l'estime de soi des populations qui étaient présentes sur ce territoire. On leur a donné de la dignité. On leur a dit, vous méritez d'avoir un équipement de ce type. Vous êtes digne de ça. C'est ça qu'il faudrait reproduire, un peu partout. Et interrogeons-nous sur le vote Front National ou l'abstention galopante dans certaines parties de notre hexagone, et on s'apercevra que c'est souvent dans les territoires qui sont en perte de vitesse, qui sont dévalorisés, que l'estime de soi des populations perd aussi. Et c'est là où il y a à travailler. Donc moi, on est, nous, pour une métropole non pas attractive, mais dynamique et rayonnante. Parce qu'il va bien falloir aussi penser les métropoles, pas simplement que la métropole du Grand Paris, mais l'ensemble des métropoles dans leur rapport avec les villes moyennes et le milieu rural. Sinon, le fameux désert français que d'aucuns évoquaient il y a quelque temps risque de s'accentuer encore plus, et avec les traumatismes qui vont se perpétuer, qui vont se développer, et qui nous amèneront sans doute dans des situations assez similaires à ce qui peut se passer aujourd'hui en Italie ou en Europe centrale. Je crois que quand on est politique, on est obligé de tenir tous les bouts et de penser à ce que l'on fait dans les conséquences qu'il peut y avoir et qui peuvent avoir des répercussions bien au-delà du territoire que l'on préside ou dont on est maire ou dont on est président. Merci beaucoup, Patrick Baouzek. On reviendra sur les questions importantes que vous avez soulevées. Michel Valache, donc je le disais, vous êtes à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris-Île-de-France. Donc le guichet unique, on est en train de le faire, on l'a fait. Ma question, c'est est-ce qu'on a fait assez? Est-ce que, quand on dit quel numéro de téléphone, est-ce qu'aujourd'hui ça marche, quoi? Quel est le bilan finalement de cette action, et qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour être non pas seulement attractif, comme le dit Patrick Baouzek, mais pour être dynamique? D'ailleurs, pas seulement à l'international, il y a aussi à l'intérieur du territoire français, puisqu'il y a des échanges entre régions. Écoutez, avant d'évoquer les problèmes qu'il peut y avoir, on va essayer de donner un satisfecit et parler des opportunités qu'offre le Grand Paris aujourd'hui. Pour la Chambre et les entreprises de la Chambre, le Grand Paris, c'est 100 milliards d'opportunités d'affaires d'ici 2030. Donc c'est un regard positif sur les 15 années qui viennent. Par ailleurs, quand on a l'habitude à la Chambre de faire des enquêtes de conjoncture auprès de nos mandants, 36% des chefs d'entreprise aujourd'hui pensent très fortement que les investissements du Grand Paris vont être facteurs d'opportunités et de croissance pour eux. C'est Médiamétrie qui le dit, et c'est une réalité quand on les côtoie au quotidien. La réalité également, c'est que le Grand Paris, la souche du Grand Paris, c'est pas le réseau de transport, mais quand même, on peut dire que le réseau de transport a démarré.
Certes, il a été quelque peu décalé, mais néanmoins, il a démarré, c'est une satisfaction, notamment pour le déplacement des salariés. On vient de parler d'eux aujourd'hui, Patrick en a parlé beaucoup. Je crois qu'on est très sensible à l'entreprise, au maintien des salariés proches de leur lieu de travail et de leur confort. N'oublions pas aussi que la construction de logements depuis 2 ans est aux alentours de 75 000 logements par an, voire 80 000. Donc c'est aussi quelque chose qui a changé en Île-de-France. Et puis on peut noter aussi dans l'accroissement de l'activité économique la marge du BTP avec des taux de croissance de plus 14% en 1 an sur les activités de BTP, béton, prêt à l'emploi et acier. Donc tous ces facteurs-là sont des facteurs positifs qu'on se veut retenir et qui commencent à être très ancrés dans les entreprises. Alors sur le fait du guichet unique, non, il n'y a pas de guichet unique aujourd'hui. Je pourrais terminer en citant la Chambre de commerce Paris-Île-de-France qui est présente et qui répond à toutes les entreprises qui l'appellent et voire nous allons vers eux. Néanmoins non, pourquoi? Parce qu'on en a parlé, et sans paraphraser des interlocuteurs précédents ou dans le tour de table, aujourd'hui, pour un chef d'entreprise, comprendre comment marche ce qu'on appelle, nous, le millefeuille, en jargon, entre la commune, l'intercommunalité, l'EPT, le département, la région, la métropole, c'est difficile de leur faire comprendre comment ça fonctionne au quotidien. Surtout quand ils ont des préoccupations qui leur sont propres et qu'on peut leur dire ben ça c'est plus de la compétence de la commune, c'est remonter à l'interco, voire à la métropole, à la région. Et quand vous faites l'exercice pour un chef d'entreprise d'aller sur le site de la métropole, sur le site de la région, sur le site des EPTE, quand vous voyez les compétences, il y a quand même des compétences qui se chevauchent, où après tout est dans la subtilité et l'art administratif de faire les choses. Donc moi-même, enfin, je suis pas féru de la chose, mais je m'intéresse au sujet, vous imaginez. J'ai du mal à comprendre ce qu'est la réelle compétence économique de la région par rapport à la métropole. Et aujourd'hui, il y a quand même des subtilités qui marchent administrativement, mais qui sont pas compréhensibles sur le terrain et au plan économique. Donc ça, c'est important parce que qu'est-ce que ça a été dit? Qu'est-ce que cherche le chef d'entreprise? Il cherche à avoir devant pour investir, pour embaucher, pour former, et je crois que la formation est un sujet majeur aujourd'hui. Former qui, comment, et être sûr de les embaucher après. Donc sans visibilité que nous n'avons pas vraiment aujourd'hui, même si je salue tout le travail qui a été fait par les élus pour arriver à une solution, certes qui est perfectible, mais qui n'est pas la bonne. Sauf qu'aujourd'hui, on nous a commencé à nous dire qu'il y aurait peut-être des changements de réorganisation sur l'Île-de-France, qui sont aujourd'hui retardés. C'est pas pour rassurer un chef d'entreprise qui a décidé de créer une agence ici ou là, ou de s'implanter tout simplement en Île-de-France. Comment peut-il croire comme ça à l'avenir de l'Île-de-France s'il n'a pas de vision? Donc ça, c'est ce qu'on retient au-delà des satisfecit des opportunités. Il y a ce frein aujourd'hui qui survient. Et puis, on parle beaucoup des start-up, ce qui est une bonne chose, il faut accompagner. Mais n'oublions pas que le tissu francilien, il est fait d'un certain nombre d'entreprises qui existent depuis très longtemps, dont certaines aujourd'hui sont dérangées par les nouveaux aménagements qui sont faits légitimement, mais qui ne sont pas suffisamment accompagnés de ce côté-là, ou qui ne voient pas venir le coup et qui découvrent à des moments qui sont au bord d'une nouvelle zone ou intégrés à une zone où on ne va pas vouloir d'eux parce que ça ne correspond pas, leur métier ne correspond pas à tout cela. Donc tout ça, il faut le régler. Bien évidemment. Donc ça, c'est tous les freins qui se présentent à nous. Maintenant, on peut saluer des initiatives comme Inventer la métropole, qui a dépassé les limites administratives habituelles pour pouvoir retenir des projets qui étaient en dehors du territoire, que ce soit à Chelles ou à Évry, par exemple. Donc tout ça, ce sont des actions qu'il faut entreprendre. Moi, je suis beaucoup pour l'expérimentation. L'expérimentation, pour moi, inventer la métropole, faire un appel à projet, c'est bâtir une expérimentation et donner ses chances à des projets qui ne sortiraient pas de terre si on ne faisait pas des choses particulières pour eux. Donc il faut travailler ces sujets-là. Et puis vous citez un exemple
pour terminer peut-être sur les freins, c'est que la limite administrative a ses rigueurs. Si vous prenez en logistique urbaine aujourd'hui, un véhicule qui doit traverser l'Île-de-France aujourd'hui, en fait, est en infraction permanente, soit en règle de stationnement, soit en code de la route, parce que les règles du jeu sont différentes selon les territoires. Je pourrais en citer beaucoup plus. Alors c'est très négatif, mais je ne voudrais pas rester sur ce côté négatif, parce qu'il y a quand même des choses qui se passent. Et nous, la Chambre de commerce et des entreprises, on croit à ce grand pari, mais ça nécessite, que je ne sais pas si j'ai un peu le temps pour le développer, mais ça nécessite qu'on regarde devant nous, qu'on regarde les enjeux. Aujourd'hui, il y a besoin de logements. On ne va pas distinguer logement intermédiaire, logement social, etc. Ce qu'on sait, c'est que nous, entrepreneurs, on a besoin de loger nos salariés. Donc c'est une grosse difficulté en Ile-de-France. Le Grand Paris Express Transport, Réseau Transport va améliorer les choses. Mais aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que, et on a commis, si je peux m'exprimer ainsi, un rapport à la Chambre sur le foncier industriel en Ile-de-France. Et aujourd'hui, on constate que beaucoup de zones industrielles disparaissent au profit du logement. Alors c'est à la fois une critique parce que il y a une disparition de territoires industriels au profit du logement, mais en même temps, tout ça pour dire qu'il faut penser au logement, mais il faut aussi penser au foncier industriel, là où on va présenter les entreprises, les implanter, les déménager éventuellement. Aujourd'hui, il y a la moitié des SCOT, des PLU qui sont en révision en Ile-de-France. C'est énorme. Donc c'est là que tout se joue, et c'est là qu'il faut qu'on soit auprès des entreprises pour qu'ils fassent confiance au système, mais qu'ils aillent aussi exposer leur sujet, leur desiderata par rapport à leur besoin de se délocaliser ou de rester dans les lieux où on leur propose de rester. Par ailleurs, on a créé comme guichet à la CCI Région Île-de-France, un outil, c'est une plateforme qui s'appelle CCI Business. CCI Business, ça a été fait pour répondre au tissu de PME, TPE, voire ETI, à tous les grands appels à projets des grands donneurs d'ordre franciliens, nationaux et franciliens sur les travaux du Grand Paris. Cette plateforme a été créée justement pour favoriser le business, pour que les entreprises, les PME qui n'ont pas accès beaucoup à tous ces appels d'offres puissent en être informés et participer en groupement ou non à ces plateformes. Nous ont rejoint au cours pour une charte 5 banques qui se sont engagées à soutenir les PME pour répondre aux appels à projets du Grand Paris auprès des grands donneurs d'ordre. Donc tout ça, ce sont des sujets positifs qui amènent les entreprises à avoir un guichet quelque part pour pouvoir être accompagnées. Merci. Et puis, on a, bien évidemment, si on a une plateforme côté Grand Paris, on a aussi la volonté de faire un baromètre. Il est important pour nous, pour créer la visibilité, comprendre, d'être près du système. Dans ce baromètre, il y a 19 fédérations professionnelles qui nous ont rejoints, y compris la CPME et puis le MEDEF. En fait, le souci, c'est pour nous, c'est de regarder ce qui se passe en termes d'investissement sur l'Île-de-France, en termes de réseau de transport, où est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui dérape, et puis également qu'est-ce qui se passe autour des gares, et donc tout ça avec l'appui des fédérations et de remontée des entreprises. Et puis plus globalement, notre métier à la Chambre, c'est quand même d'être proche des entreprises. Donc on les voit tous les jours. Donc tous les jours on leur parle du Grand Paris, tous les jours on leur parle du numérique, tous les jours on leur parle de la formation. Bien évidemment, la Chambre est très impliquée en termes de formation. Ça va être un des soucis majeurs de demain, puisque il faut créer de l'emploi, et il y a de l'emploi qui va se créer. Dans notre baromètre dont je vous parlais tout à l'heure, les entreprises estiment à 70 000 emplois à créer assez rapidement, mais en même temps l'enjeu c'est de les former.
Donc c'est un vrai souci et c'est à ce prix-là qu'on arrivera à les soutenir et la Chambre de commerce est là pour ça. Très bien, s'il merci. y a un numéro à appeler, il faut appeler la Chambre Michel de commerce. Valache. Merci beaucoup. Alors on va passer la parole à Alexandre Missoff, qui est le directeur général de Paris-Île-de-France Capital Économique. Donc vous faites partie du réseau de ceux qui sont en contact avec Business France, avec Europlace, avec je dirais les investisseurs, notamment les investisseurs étrangers. Comment est-ce que vous répondez à cette question? Quel numéro de téléphone? Alors, derrière la question du numéro de téléphone, il y a à la fois celle de qui on appelle et celle de qui appelle. Pour avoir un numéro de téléphone, il y a toujours deux interlocuteurs. Et je pense en effet que la situation est assez différente, que ce soit l'habitant de pleine commune qui, lui, a besoin d'avoir un contact auprès de l'interlocuteur qui va pouvoir répondre à son enjeu de proximité, que ce soit l'entreprise du Grand Paris qui, elle, a besoin de savoir qui va être sur le lead par rapport au marché qui les intéresse. Vous êtes une TPE, vous êtes une PME, dans les travaux publics, dans le bâtiment, vous avez besoin de savoir qui va vous aider à vous positionner sur les groupements pour la Société du Grand Paris, pour la Solidéo, pour Inventons la Métropole, pour tout l'ensemble des chantiers qui sont ceux du Grand Paris. Et puis vous avez la question aussi des investisseurs internationaux, investisseurs Greenfield et investisseurs financiers qui, eux, veulent profiter, qui veulent se porter sur cette dynamique du projet du Grand Paris. Alors, j'ai un compteur devant moi qui m'indique que je suis le dernier intervenant de la dernière table ronde juste avant le déjeuner, donc je vais essayer d'être concis et de filer la métaphore pâtissière qui avait été lancée par Patrick Braouzek pour vous faire patienter. Dans les enjeux de millefeuille qui sont liés à qui sont régulièrement évoqués à propos du Grand Paris, je ne pense pas en effet que la multiplicité des acteurs soit l'objet. D'abord, c'est vrai qu'on en a plusieurs en France et on est assez bon sur la fabrication de millefeuilles, mais si c'est une de nos spécialités, ce n'est pas non plus une de nos exclusivités et on trouve d'assez copieux millefeuilles à Londres. J'ai une entreprise qui fait des vélos en free floating qui m'a dit que quand elle s'est installée dans le Grand Paris, ça avait été assez simple. Elle avait dû signer une charte d'engagement et elle avait pu se développer. À Londres, elle a dû signer des contrats avec des fiscalités différentes pour chaque borough. Et des contrats qui font 250 pages chacun, où vous avez besoin d'avoir un cabinet d'avocats qui va venir estimer les différences contractuelles et les différences de fiscalité entre South Kensington, Chelsea, etc. Donc imaginez si dans le Grand Paris, on devait, à chaque fois qu'on prend un vélo en free floating, calculer le nombre de kilomètres que vous faites dans le 2e arrondissement, parce que la fiscalité n'est pas la même que celle du 5e, et si vous passez ensuite à Cachan, etc. Donc tout le monde a ses enjeux. L'enjeu, ce n'est pas tellement d'avoir beaucoup d'acteurs, l'enjeu, c'est comment ils se coordonnent. Et ils se coordonnent quand ils sont en confiance, et quand ils sont en confiance, quand ils sont engagés dans une même dynamique. Et c'est ça qui faisait la force du Grand Paris, et qu'on ne doit surtout pas perdre de vue. Je me souviens du discours qu'avait fait le ministre en présentation du projet de loi sur le Grand Paris au Sénat en 2009, qui commençait en disant « il faut se donner des rêves », et je sais à qui il avait piqué cette citation, « il faut se donner des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue pendant qu'on les poursuit ». Et nous, quand on va valoriser le Grand Paris à l'international, avec les acteurs économiques, avec les entreprises, avec les territoires du Grand Paris, ce qui intéresse les autres métropoles, c'est évidemment le fait que Paris arrive à faire 200 km de métro et va doubler la taille de son métro au cours de la prochaine décennie. Mais finalement, le fait que les Français soient capables de faire des travaux de génie civil de cette ampleur, on est attendu. Le fait que les Français donnent une grande ambition, ça ne surprend personne non plus. Ça fait depuis quelques siècles qu'on a habitué le monde à ça. Ce qui est le plus étonnant pour les autres métropoles, c'est le fait qu'on s'est donné un objectif et qu'on soit tous ensemble derrière cet objectif, que tout le monde se soit fédéré autour de ça, et que quelles que soient les alternances politiques au niveau national, au niveau communal, au niveau régional, ça se poursuit et ça maintient la dynamique. Et ce n'est pas le cas dans les autres villes, parce que quand on parle des grands projets du Grand Paris, nos amis de Stuttgart, nos amis de Stockholm, nos amis d'Helsinki, nos amis de Moscou, nos amis de Singapour, ils nous disent ben oui, je sais, nous aussi on avait le même objet, et puis le même type d'ambition, il y a eu une alternance politique, le nouveau évidemment dit que tout ce qu'a fait le prédécesseur est acheté à la poubelle, et on recommence et on réoriente. Nous, on n'a pas eu ça dans le Grand Paris. On a réussi à créer, autour de cette vision partagée du Grand Paris, une dynamique suffisamment forte pour qu'elle unisse l'ensemble des territoires. Et en effet, Jean-Yves Le Bouillonnec et Patrick Braouzek ont été les animateurs de ce mouvement qui a réussi à fédérer tout le monde, mais qui a réussi à fédérer tout le monde sur des bases telles que malgré les alternances, ça se poursuit. Et à un moment donné, le représentant de l'État, avant le préfet Cadeau, qui interviendra tout à l'heure, me disait « mais quand vous parlez aux autres grandes métropoles, est-ce qu'ils comprennent quelles sont les compétences de la métropole, de la région, de ceci et de cela ?» Je leur dis « mais je ne sais pas s'ils le comprennent, parce que je leur en parle surtout pas. Ce qui les intéresse, ce n'est pas de savoir quelles sont les limites de la compétence du conseil départemental par rapport à l'EPT, par rapport à ceci ou par rapport à cela. Ce qui les intéresse, c'est les projets sur lesquels ils vont pouvoir s'embarquer. Et ça,
Je pense que l'attractivité économique du Grand Paris, c'est les entreprises qui le font, qui en parlent le mieux. Et c'est eux les témoins qui nous permettent d'attirer des entreprises dans le Grand Paris. Quand on fait des voyages de délégation, et il y a Borina Andrieux, que j'aperçois ici, qui participe à un certain nombre de nos voyages avec d'autres membres de Paris-Île-de-France Capitale Économique, lorsqu'on va porter le message sur l'attractivité du Grand Paris, c'est ça qui les intéresse. C'est de savoir, que l'Europe, parce qu'il ne faut pas oublier que le Grand Paris, son attractivité, n'est rien sans le dynamisme de l'Europe. Le Grand Paris, c'est la capitale de l'Europe. Et il ne faut surtout pas qu'on souhaite que l'Europe se casse la figure. Il ne faut pas se réjouir des difficultés que peuvent avoir nos amis de Londres, d'Italie ou de Barcelone, parce que nous ne serons que plus forts, parce que nous serons la locomotive et la porte d'entrée de l'Europe. Mais quand l'Europe progresse, quand le Grand Paris s'impose comme la capitale économique de l'Europe, alors là, c'est ça qui va intéresser les entreprises, pour savoir dans quel écosystème ils vont s'installer. On va à Hong Kong la semaine prochaine. On va voir des entreprises qui sont passées de 10 à 100 salariés en l'espace d'un an. Qu'est-ce qu'on va leur dire? On va leur dire, maintenant, Hong Kong, ça va devenir trop petit pour vous. Vous avez besoin d'élargir, vous avez besoin de vous développer. Si vous êtes sans ambition, vous irez à Shenzhen parce que c'est la porte à côté. Mais si vous étiez sans ambition, vous n'auriez pas passé de 10 à 100 salariés en l'espace d'un an. Donc maintenant, vous allez vous frotter aux marchés les plus matures, aux métropoles les plus avancées, aux marchés de consommateurs les plus dynamiques. Et ça, le Grand Paris vous offre une opportunité exceptionnelle de ce point de vue-là, et parce que le Grand Paris est aussi porté par cette dynamique fédératrice. Et dans ce cadre-là, qu'est-ce qui va les intéresser? S'ils sont dans le domaine des travaux publics, ce qui va les intéresser, c'est que José Ramos puisse venir témoigner en disant « La Fédération des travaux publics sera là pour vous accompagner », que la Caisse des dépôts puisse leur présenter l'ampleur des projets qui sont positifs par rapport au Grand Paris et sur lesquels ils vont pouvoir se positionner, que les grands industriels qui sont positionnés sur ces sujets leur disent comment ils recherchent des partenaires et comment tout ça va fonctionner. C'est dans un restaurant, vous n'attendez pas forcément qu'il y ait un seul chef de salle ou qu'il y ait un seul maître queux. Personne ne s'en fiche de savoir, quand vous avez commandé un plat, de savoir comment ça s'organise en cuisine, dans les brigades, et si machin est sous l'autorité du gars de saucier ou du second chef. Ce qui vous intéresse, c'est la qualité du produit que vous allez avoir. Sur les investissements dans le Grand Paris et sur l'attractivité du Grand Paris, on est exactement dans cette dynamique. Ce qui vous intéresse, c'est pas de savoir... Ce qui est insupportable, c'est le serveur qui vous dit « c'est pas moi qui m'occupe de cette table, c'est mon collègue là-bas, c'est pas moi qui m'occupe du vin, c'est mon collègue qui s'occupe de ceci, etc. » Ce qui compte, c'est pas qu'il y ait beaucoup d'acteurs, ce qui compte, c'est que les acteurs se coordonnent. Et quand je reçois un coup de fil où je me dis « tiens, la région serait plus adaptée que moi pour y répondre », je le passe à la région. Et je dis « mais bien sûr, je vais vous organiser un rendez-vous avec mon ami Lionel Grotto ». Et quand je reçois un coup de fil où je me dis « c'est Patrice Bécu qui serait le plus adapté pour vous répondre », je leur passe le numéro de portable de Patrice Bécu, que je tiens à votre disposition par ailleurs, pour que lui puisse le faire. Et c'est cette confiance entre l'ensemble des acteurs du Grand Paris qui fait qu'on est efficace dans la manière dont on travaille avec les autres collectivités. Et puis, peut-être un mot pour revenir tout à l'heure sur ce que disait Patrick Braouzek. Le Grand Paris, sa forte attractivité, c'est pas en effet de repousser les pauvres en se disant on va présenter les meilleurs côtés du Grand Paris. Le Grand Paris, c'est pas Paris, plus un petit quartier d'affaires, une extraterritorialité qui s'appelle Paris La Défense, plus une extraterritorialité scientifique qui s'appelle Paris-Saclay, plus une extraterritorialité médicale qui s'appelle la vallée scientifique de la Bièvre. Le Grand Paris, c'est pas une somme. Le Grand Paris, c'est un tout. Et dans ce tout, chaque élément de la population, chaque habitant du Grand Paris, il a un rôle à jouer dans le message de l'attractivité. Et le Grand Paris sera d'autant plus fier que chacun, comprenant qu'il a un rôle à jouer et étant valorisé par ce qu'il peut apporter au Grand Paris, en retire une fierté, comme il a retiré une fierté des grands équipements scientifiques, des grands équipements sportifs, comme le Stade de France en 98. Et cette dynamique du Grand Paris, elle doit être portée par son sentiment d'appartenance générale. Et je suis convaincu qu'on a vis-à-vis des interlocuteurs étrangers, vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis des investisseurs qui veulent s'implanter dans le Grand Paris, qui veulent participer au projet du Grand Paris, un bénéfice à en retirer, à la fois économique direct par ces implantations, mais aussi un bénéfice de retour en termes d'image, parce que pouvoir valoriser chacun et chacune dans les dynamiques du Grand Paris comme étant un facteur d'attractivité et pas simplement je dirais une charge pour le Grand Paris, mais comme étant un élément positif qu'on va valoriser dans les dynamiques du Grand Paris, c'est ça qui nous rendra collectivement plus attractifs. Donc, quels numéros de téléphone? Je le mets au pluriel, mais c'est pas très grave qu'il y ait plusieurs numéros de téléphone si le standard fonctionne bien. Merci. Merci. On n'a plus beaucoup de temps parce que c'est l'heure de déjeuner. On a dépassé de 3 minutes. Alors juste, j'aurais donné un mot de conclusion à Patrick Braouzek quand même. Il y a quand même un sujet région ou métropole. On en parlait un peu. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Voilà, Macron, il doit se prononcer dans
de 2 mois, 3 mois, à l'automne. Donc dans la lettre à Roland Castro, il dit avant l'automne. Qu'est-ce que vous recommanderiez? Rien. Non, je n'ai rien à recommander. Je n'ai rien à recommander. Je crois que vous l'avez bien dit. Enfin, je pense qu'aujourd'hui on a une organisation. Moi, j'ai défendu au départ une métropole stratège. Et non pas une métropole qui s'occupait qui était devenue une nouvelle institution. Et bien, cette métropole existe aujourd'hui. Je ne pense pas que ça sera dans les intentions du président de la République de la casser. Et je ne pense pas que ce soit bien. On a des territoires. La métropole se réclame comme étant l'intercommunalité. La métropole de 7 millions d'habitants ne peut pas fonctionner en intercommunalité de 131 communes, allant de 5 000 habitants pour certaines jusqu'à plus de 2 millions pour d'autres. Il va donc bien falloir qu'elle s'appuie aussi sur des territoires. On préférerait d'ailleurs que ce soit de nouveau des communautés d'agglomération, avec des ressources propres, qui leur permettent effectivement, parce que ce que vous dites est important, c'est le projet qui porte. On fait le reproche aux nouveaux territoires qui ont été construits en 2016 d'avoir du mal à se structurer et à avoir du projet. C'est compliqué d'avoir du projet quand on nous dit que, si on disait à un bébé qui vient de naître que dans 4 ans il sera mort, je ne sais pas trop s'il sera très, très positif par rapport à la vie. Mais c'était un peu ça qu'on avait dit aux territoires, qu'on a constitué. Pas les plus anciens, ceux qui avaient déjà une histoire, mais les nouveaux. On leur dit, on vous crée en 2016, on vous transfère des compétences, mais on ne vous donne pas les moyens. Et en plus, le peu de moyens qu'on vous donne, on le supprime en 2020. Comment voulez-vous mettre en perspective, comment voulez-vous faire du projet commun avec en plus des villes qui n'étaient quand même pas très sensibles à l'intercommunalité, puisqu'elles n'y étaient pas allées de leur propre chef, donc avec beaucoup de réticence. Mais néanmoins, je pense que la métropole du Grand Paris ne peut pas fonctionner s'il n'y a pas une institution intermédiaire entre la commune et cette métropole du Grand Paris. Alors, faut-il la garder dans le périmètre actuel? Faut-il que ce soit la métropole-région? Ce qui est certain, c'est qu'il y a en tout cas des compétences qu'on ne peut pas mettre d'un côté pour certaines et de l'autre pour d'autres. Moi, je pense que la logique qui voudrait quand même que habitat et transport soient sous la même tutelle me paraît assez déterminante. Oui, mais laquelle? Eh bien, M. Macron va nous le dire dans quelques semaines, parce que vous allez être bien informé. Moi, c'était au mois d'octobre dernier, ensuite c'était au mois de janvier, ensuite au mois de février. Et alors, juste une deuxième question. Je vous laisse, mais je prolonge ma question, et vous y répondrez aussi. On terminera par ça, puisqu'on a posé la question dans la tribune. Certains sont favorables, et c'est possible dans la loi MAPTAM, une élection au suffrage universel du président de la métropole ou d'un maire du Grand Paris, ça pourrait être le cas pour le Grand Lyon, comme ça a été le cas pour le Grand Londres. Puisque le président de la région, il a cette onction du suffrage universel, est-ce qu'il n'y aurait pas un parallélisme des formes à un moment donné, puisqu'on s'occupe des habitants, vous l'avez suffisamment et très bien dit, il y a un retour démocratique à un moment qui s'impose, me semble-t-il. Je n'y suis pas favorable. Alors, moi, je pose la même question qu'à Patrick Collier, pourquoi? Parce que je pense que ça serait la mort des communes. La mort des communes et... And so what? Comment? And so what si ça marche? Je ne pense pas que ça marchera. Et par rapport à la question que peuvent se poser des chefs d'entreprise quand ils s'interrogent, aller voir qui on va voir, chefs d'entreprise, quand ils veulent s'installer quelque part, moi je sais ce qu'ils vont voir. Ils vont voir le maire. Ils vont voir le maire et puis voir si effectivement leur entreprise peut trouver sa place dans la commune ou dans le territoire. Ils vont donc voir le téléphone, c'est le maire. Ça reste le maire. Bah, ça reste pas beaucoup le maire. Puis c'est quand même lui qui a encore le permis de construire aujourd'hui. Je voudrais dire le maire qui, je voudrais vous le rappeler, oui, le maire qui n'est pas élu au suffrage universel direct. Non plus. Et bizarrement, l'élu le plus important pour nos concitoyens n'est pas désigné dans leur bulletin de vote par son nom.
Il est le chef de la liste. Il est quand même tête de liste. Il est tête de liste. Il incarne parfois. Mais comment dirais-je? Ça peut arriver quand même. Non, mais le président de la République est élu, lui, c'est assez étonnant, nominativement. Si je dis ça, c'est parce qu'il faut transcender un peu ces dire. Deuxièmement, moi je veux dire une chose, je suis fatigué d'attendre le choix du président de la République. Je suis un élu qui achève sa carrière. J'ai connu 4 chefs de l'État. Le premier, Jacques Chirac, qui connaissait un peu Paris. Il y a eu Nicolas Sarkozy, il y a eu François Hollande, et on est toujours été au rendez-vous de ce que voulait le président de la République. Et moi, je pense que notre République, elle a besoin de se placer dans un autre espace. Et la pérennité des institutions, celle qui était appelée tout à l'heure par les uns et les autres, cette pérennité passe par le fait qu'il faut, une fois pour toutes, on ait une convergence sur la matière initiale, mais qu'on arrête de penser que le président Macron aura plus d'idées que le président Hollande, plus d'idées que le président Sarkozy ou le président Chirac sur ces questions, parce que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai qu'un président de la République, venant en fonction, est habité d'une incarnation qui consiste à dire voilà comment ça va être, puisque de toute façon, le processus sera remis en cause. Et moi, je préfère de beaucoup, c'est ce que j'ai essayé de démontrer, qu'on soit sur des réalités plus possibles. Il y a un dispositif législatif, qu'on le fasse évoluer. J'ai participé à sa réalisation. Donc je sais très bien les clés qu'il faut tourner, améliorer en termes fiscaux, en termes d'institutions, pour qu'on continue. Vous vous rendez compte qu'on n'a pas voté la loi, qu'on allait déjà... mais on arrête. Donc moi, personnellement, je propose au président de la République qu'il suggère une évolution financière, parce qu'on a des blocages financiers, et qu'il laisse les choses agir. La métropole s'est imposée. Dans sa réalité, elle est insuffisante. La région s'est imposée, elle est insuffisante. C'est ça qu'il faut faire. Donc moi, je vous dis franchement, je crois qu'on devrait changer de paradigme et d'essayer de ne plus attendre d'un président de la République qui nous donne une solution qu'il ne détiendra pas. Ceux qui la détiennent, c'est ceux qui sont les acteurs politiques, économiques, et puis les citoyens. Bon, donc on a compris que le téléphone du Grand Paris, c'est pas Emmanuel Macron, c'est pas l'Élysée. Merci beaucoup, bon appétit pour le déjeuner, on se retrouve cet après-midi.